On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Ça va plutôt bien. Ça allait les galères de transport là pour arriver jusqu'ici ? Oui, c'est ça, mais je suis habituée parce que comme on travaille dans le Val d'Oise, voilà, j'ai l'habitude de galérer un peu parfois dans le RER. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Je suis ravi de t'accueillir ici au micro de Génération Bien Commun. On s'est connus à Lyon il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, peut-être 2. Et tu présentais à l'époque le Val d'Oco sur la scène de Lyon pour le bien commun. Tu peux nous raconter un peu le Val d'Oco en 2 mots déjà, les grandes lignes ? Le Val d'Oco, c'est une association d'éducation, de prévention, de protection de l'enfance qui est née dans le Val d'Oise, justement, à Argenteuil. C'est le père Jean-Marie Petitclerc qui a fondé cette association. Et aujourd'hui, alors, elle est implantée de Lille à Nice. Il y a 5 territoires en France et les éducateurs du Val d'Oco, ils sont là pour développer des projets pour répondre aux besoins des jeunes et des familles, plutôt dans les quartiers prioritaires, mais aussi en protection de l'enfance. On va vraiment, on va dire, déployer le système préventif que Don Bosco avait pensé et avait vécu il y a presque plus d'un siècle maintenant, évidemment. Pour ceux qui l'ont pas, tu peux nous raconter Don Bosco ? Don Bosco, c'est un éducateur et un prêtre italien qui vient des montagnes au-dessus de Turin, au 19e siècle, et qui a eu cet appel très fort de dire qu'il fallait s'engager avec la jeunesse. Et donc, il y a plein d'histoires. Il y a même l'histoire de Don Bosco en manga que je vous conseille. Voilà, on voit cet itinéraire dès l'enfance, en fait. Et puis, il est arrivé dans un quartier de Turin, dans la banlieue, un quartier qui s'appelait le Val d'Oco. D'où le nom de l'association. C'est ça. Et donc là, il a ouvert une maison, accueilli vraiment des premiers jeunes. Et Don Bosco, il avait à cœur de penser que tous les jeunes sont éducables. C'est-à-dire que le problème, c'est pas les jeunes qui sont de la mauvaise graine ou ce genre de choses. C'est que s'ils trouvent sur leur route des adultes en qui faire confiance, eh ben, ils vont arriver à se déployer et ils vont avoir un avenir. Et donc, l'idée du Val d'Oco, c'est vraiment ça. Nos éducateurs, ils vont dans la rue, au pied des tours. Ils vont créer un lien de confiance avec les jeunes, avec les familles, pour pouvoir petit à petit proposer des activités un peu pour les accrocher et puis mettre en place un suivi éducatif individualisé pour chacun. Et puis en protection de l'enfance, c'est un petit peu différent, évidemment, c'est des enfants qui sont placés. Et donc là, le Val d'Oco, c'est vraiment des petites maisons pour les ados, pour aussi les jeunes majeurs. Voilà, c'est aussi des accueils de jour, pareil, plutôt pour les ados, où on va donc travailler avec chacun, comprendre ce qui bloque et prévenir les décrochages et les aider à raccrocher avec un avenir, en fait. Voilà, okay. C'est 110 salariés à peu près, le Val d'Oco, de Lille à Nice. De Lille à Nice. Oui, donc je suis pas mal dans le TGV, dans le RER, donc les galères de transport, c'est ma vie. Vous êtes dans quelle ville exactement ? Alors, Argenteuil et Pontoise, on a 2 établissements qui rayonnent sur tout le Val d'Oise. Et puis, je te le fais par ordre chronologique, donc Lyon, où on a 3 établissements, 1 de prévention et 2 de protection de l'enfance. Et ensuite, Lille, où on a de la prévention, et Marseille et Nice, où on a de la prévention aussi. Chapeau. Merci. Et bien, chers amis, ça nous donne un petit tour. J'aimerais qu'on remonte un peu en arrière, Cécile, un peu. T'as eu une vie un peu rocambolesque avant d'en arriver là. T'as eu l'occasion de vivre à l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, puis avec la manière dont tu as envie de nous le narrer, j'ai presque envie de dire, comment t'en es arrivé à cet engagement du Val d'Oco ? Alors, souvent, les gens ils me disent comme toi que c'est rocambolesque ou c'est bizarre ou original. Alors, pour moi, ma vie, elle est super droite. En fait, j'ai fait un choix quand j'étais petite, un choix de vie.
Et jusqu'à présent, je suis la même route. Donc, sur la route, comme quand on fait une grande route, il y a plein de paysages différents. Donc, c'est un peu ça que je vis. Donc, c'est vrai que selon où j'en suis sur la route, les paysages changent. Mais c'est le même engagement depuis le début. Donc, ça prend plein de formes, en effet. Moi, j'ai fait effectivement beaucoup d'humanitaire. Hein. Je me suis engagée dans l'humanitaire juste après mes études et même pendant mes études. Et j'ai fait 14 missions dans 13 pays. Donc, ça fait beaucoup, ouais. C'est sûr. Majoritairement en Afrique, ou t'es allé ailleurs? Non. Asie, Afrique, Moyen-Orient. Je suis allée juste une fois en Haïti, mais sinon, voilà, c'est plutôt dans ces régions-là. C'est pas mal, ça. Oui, c'est 14 pas mal. missions de 13 pays, c'est un bon... Oui, c'est pas mal. Pour des missions de combien de temps en moyenne? Ça dépend, en fait. Alors, évidemment, avant mes enfants et tout ça, on faisait des missions d'urgence, donc elles étaient beaucoup plus courtes. Et puis après, même avec les enfants, on avait des missions un peu... Oui, quand tu dis 11, parce que tu les as avec ton mari. Oui. On s'est rencontrés pendant la guerre du Kosovo. Ça crée des liens. Et puis après, on est repartis ensemble, ouais. Et après, on a embarqué nos enfants. On a fait ça. Et vraiment, mais c'est de l'humanitaire professionnel, j'allais dire. On a travaillé pour des grosses associations. C'est des milieux qui sont aujourd'hui très structurés, qui font un travail incroyable. Voilà. Puis un jour, on est rentrés. Et c'est vrai que quand on est rentré, en fait, nous, on n'oppose pas l'international au national. En fait, on est engagé là où on vit. Et c'est vrai que j'avais déjà travaillé dans des sièges d'associations internationales et j'avais pas trop envie de continuer ça. J'avais plutôt envie, en fait, de découvrir la France. Ça paraît bête parce que je suis complètement française, avec une bonne culture française en plus, mais en fait, le système de l'engagement en France des associations, je le connaissais pas très bien. Et donc, je regardais un peu doucement s'il y avait des opportunités, mais vraiment sans chercher. Et un vendredi soir, je reçois, c'est un copain qui m'envoie cette offre pour le Val-d'Ocaux. Et j'ai lu l'annonce et je me suis dit, ça coche toutes les cases de ce que je voulais. Bon, déjà, j'ai été très engagée dans l'éducation, donc ça fait la suite. Et puis, c'était une façon d'être très concrète auprès des jeunes et des familles. Voilà, avec une association qui est en plein développement où il y avait il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'ai découvert le social en France, tout ça que je connaissais pas. Et j'en profite pour remercier tous mes collègues qui m'ont expliqué leur travail. Pour moi, je découvrais ce système comme un autre, comme on est en Éthiopie, au Sénégal. On n'arrive pas avec ses idées à dérouler quelque chose. On est là à attendre à chercher un peu quand même. Je t'imagine assez mal oisive sur le coin. Oui, c'est ça. Qu'on comprenne un peu comment ça marche et puis en écoutant vraiment les jeunes, les familles, les équipes, de comprendre ce qui fait vraiment sens et sur quoi il faut appuyer, quoi. Moi, mon métier, c'est ça, c'est d'être catalyseur de quelque chose. Joli. C'est une belle compétence et je pense très utile aujourd'hui. Du coup, très concrètement, ta journée type au Val-d'Ocaux, c'est quoi? Alors... Soit je prends un train entre 5h37 et 6h50 et je me rends dans un des Val-d'Ocaux où je rencontre des partenaires, etc. Je fais le point avec les équipes. Comme on est en plein développement, souvent on va penser à un nouveau projet, l'écrire, etc. On va aussi, souvent aussi, je prends quand même du temps pour participer à une activité, pour parler avec les jeunes. Voilà, les familles. Je fais un peu tout ça pendant ma journée. Parfois, il y a une réunion à l'extérieur avec un partenaire. Et puis, je reprends le train dans l'autre sens que je passe en général dans l'escalier du TGV pour passer tous mes coups de fil. Ça, c'est à peu près 2 jours par semaine. Et les autres jours, c'est au siège du Val-d'Ocaux avec une équipe incroyable où on travaille pour vraiment donner les moyens aux éducateurs sur le terrain d'aider les jeunes, quoi. Donc, on est une petite équipe qui est très sympa et qui est extrêmement engagée. On pilote ça, en fait. On pilote le développement du Val-d'Ocaux pour mieux répondre aux besoins. Ok. Concrètement, un éducateur du Val-d'Ocaux, c'est quoi ses bases de pédagogie, d'accompagnement, pour faire grandir les jeunes? Alors, là, vraiment, il y a 12 mots-clés dans la pédagogie de Don Bosco, mais il y en a un, je pense, qui est un peu au-dessus de tout, c'est la confiance. Un éducateur du Val-d'Ocaux, il va chercher à travailler le lien de confiance avec le jeune, avec sa famille. S'il n'y a pas ce lien, il n'y a rien qui va marcher. Comment on travaille ça? On prend du temps.
On prend beaucoup de temps. Et surtout, on écoute. Et puis, on propose. On propose et puis ça va accrocher. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui accroche, eh ben, on va tirer sur le fil, quoi. Et puis le jeune, il va revenir. Et puis, le plus souvent, ça marche. Des fois, ça marche pas, c'est la vie, mais quand même, le plus souvent, ça marche. Je retiens un truc, moi, j'ai grandi dans les compagnies Secourir Sainte-Barbe, qui sont des formations, des week-ends, des camps l'été pour les jeunes, où on apprend entre autres les bases du métier de sapeur-pompier. Ça dépend de l'aumônerie aux armées françaises. L'enjeu là-dedans, on appliquait pas mal les principes de pédagogie de Don Bosco. Il y avait notamment, quand j'étais chef, la notion de faire avec. Ah oui. Tout le temps être avec, faire avec. Dans le sport, on va faire du sport avec, mais voilà, donc nous on faisait pas mal de pompes. S'il y a des pompes, tu fais les pompes. Voilà, mais d'être toujours avec, c'est quelque chose que vous appliquez au Val-de-Co ? Le Val-de-Co, c'est aller vers et faire avec. Par exemple, dans nos établissements de protection de l'enfance, notre logo, je sais pas si tu le revois, c'est une petite maison. Ouais, c'est une petite maison. Voilà. Et Don Bosco aussi, déjà au Val-de-Co, il y avait la maison. Hein. Il y a la maison, il y a l'école, il y a la cité, mais il y a la maison. Et donc, au Val-de-Co, dans nos établissements, on est vraiment en famille. On a des pensions de famille, en fait. C'est-à-dire des petites unités de vie où on est comme à la maison. Et les éducateurs, ils vont faire à manger avec les jeunes, ils vont vraiment vivre leur vie. Et c'est comme ça que le lien prend aussi. C'est sûr. Les jeunes dorment là ? Alors, dans les maisons d'enfants, oui. Ouais. Oui, ils vivent là. Ils vivent là tout le temps. On a aussi des accueils de jour où là, oui, ils passent que la journée. Et là aussi, on est tout à fait dans le faire avec. Ouais. Il y a un livre qui vient de sortir, pour rebondir sur ce que tu dis, qui dit Baden-Powell et Don Bosco, c'est éducateurs précurseurs. Je crois que c'est ça le titre. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est des pédagogies qui sont similaires. Qui ont des vrais points communs, oui. C'est des choses que tu as retrouvées dans tes missions en humanitaire, ces points de faire avec, d'être avec ? Alors, déjà, dans l'humanitaire, il y a quelque chose quand même qui est un peu particulier et qu'on retrouve, c'est que c'est peut-être un peu moins comme ça aujourd'hui, mais avant, c'était le cas, on vivait tous en communauté. Donc, en fait, déjà, pour arriver à faire pour les autres, il fallait déjà faire avec. Ouais. Oui, t'étais voilà. Côte à côte, quoi, en groupe, tu dors au même endroit, tu vis au même endroit. Voilà. Un concept merveilleux qu'on appelait les maisons-bureaux. Voilà. Le début du télétravail, finalement. Ah oui, par exemple. Mais donc voilà, et ça, c'était nécessaire. Et je crois que j'ai beaucoup appris ça aussi dans l'humanitaire, dans tous les projets un peu qu'on fait, mais là particulièrement, c'est que c'est vrai qu'il faut être très humble, en fait. Hein. C'est que déjà, pour être capable de faire quelque chose pour les autres, il faut déjà que ça tourne, en fait, et qu'on soit en mesure de faire ça. Et 80% du travail, que ce soit ici ou ailleurs, c'est les équipes, en fait. C'est arriver à faire équipe pour que les gens ils soient bien et qu'ils soient capables d'être clairs aussi sur ce qu'il faut faire et comment le faire, qu'ils soient soutenus pour aller vers les autres. Et c'est vrai que du coup, il faut apprendre à faire ensemble, quoi. Et alors, moi, j'ai souvent eu des équipes multinationales aussi, avec différents statuts, et même encore au Val-de-Co, puisqu'au Val-de-Co, il y a des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent avec les jeunes. Il y a les éducateurs. Il y a aussi d'autres métiers, comme des psychologues, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, par exemple. Des animateurs aussi, voilà. Et puis, il y a les cadres. Voilà, il y a toujours l'encadrement, les chefs de service, les directeurs, où c'est des métiers quand même qui sont un petit peu particuliers, quoi. Particulier parce que ? Moi, je dis toujours ça, on ne fait pas ce métier comme on en fait un autre. Sinon, il faut vite en faire un autre, en fait. Non, mais c'est vrai. Je pense que quand on est directeur, comme moi, par exemple, dans des structures, ça fait longtemps que j'ai des postes de direction, il faut vraiment jamais perdre le sens, en fait. Jamais perdre le pourquoi on est là et de le vivre et de le faire vivre aux équipes. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas engagée à fond, etc., je pense que mes équipes, elles vont perdre aussi un petit peu le sens. C'est pas que c'est moi qui le donne, le sens, c'est les jeunes qui le donnent. Mais on a des métiers pas faciles. Hein. Je veux dire, tous les métiers sont pas faciles. Je pense parce que je ne sais pas ce que c'est que de diriger une entreprise privée, par exemple. Et je pense qu'un manager, il doit porter beaucoup de choses aussi. Je compare pas, en fait. Mais je pense que, voilà, nous, on lutte sans arrêt contre le manque de moyens, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que si on regarde que ça, on est aspiré par ça. Ouais.
Vous êtes confronté à la violence des jeunes? Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit souvent sur la table. Le fait de dire, utiliser, je sais pas du tout ce que je pense, mais c'est la manière dont j'ai un peu le sentiment que la société le perçoit. Les jeunes sont compliqués, les jeunes sont violents. Il y a une violence qui peut être parfois psychologique, verbale, physique. Il y a la confrontation aujourd'hui entre le jeune, je veux dire, jeune enfant et l'adulte. Vous êtes confronté beaucoup à ça? Alors oui, mais j'allais dire tous les éducateurs de tout temps, ça c'est sûr. Ce que disent... C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que dans ta pensée, c'est plutôt d'ordre général et c'est une forme de résilience en disant oui, de toute façon, c'est la base de l'éducation. Il y a un moment, ça passe aussi par cette confrontation, que si l'enfant faisait ce qu'il veut tout le temps, ça créerait pas l'adulte qu'on connaît aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une forme un peu différente aujourd'hui dans la manière dont les jeunes vivent? Et du coup, tu vois, si je vais plus précisément, pour toi, c'est quoi les défis de l'éducation aujourd'hui que tu peux voir au Val-de-Co, qui étaient peut-être pas ceux d'il y a 20 ans? Alors, ce que je voulais dire, c'est que je pense que alors, au Val-de-Co, on s'occupe beaucoup des adolescents. Et à l'adolescence, il y a un moment, il y a une violence aussi, qui est plus ou moins forte selon chacun. Et c'est vrai que plus on a des jeunes qui sont dans des situations vraiment difficiles ou qui ont du mal à trouver leur place pour X ou Y raison, ou qui sont rejetés par une société, plus ils vont être violents, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un passage obligé et selon où on est sur la planète et en France aussi, faut pas l'oublier du tout. Je crois que l'été dernier, on s'en est un petit peu souvenu. Voilà, je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Ça s'exprime un peu différemment. Donc, ce que je veux dire, c'est que les éducateurs, de tout temps, sont confrontés à ça. Ouais. Ça, c'est certain. Par contre, ce que mes collègues disent, et enfin voilà, il y a beaucoup d'éducateurs qui sont très expérimentés au Val-de-Co, et pour moi, c'est toujours hyper riche de parler avec eux. Parce qu'ils peuvent dire, il y a 20 ans, etc., dans les banlieues, c'était... Enfin, voilà, moi j'écoute, parce que j'y étais pas. Donc, voilà. Et ils disent quand même que la différence aujourd'hui, c'est l'âge. Donc, il y a des passages à l'acte, c'est comme ça qu'on dit, de plus en plus tôt, effectivement, en âge, ça c'est certain. Quand tu dis passage à l'acte de violence, voilà, effectivement. Divers et variés, mais ok. Donc, il y a ça, et puis évidemment, je vais dire peut-être une banalité, mais pour nous, ça prend une place incroyable, c'est les réseaux sociaux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, pour les sortir de quelque chose, c'est super difficile parce que ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Ouais. Voilà. Toi et moi, quand on était petits, on allait au collège, ça se passait pas très bien, mais après, on faisait autre chose. On allait dans la rue, c'était autre chose qui se passait. Mais là, le jeune, il n'a même pas besoin d'être dans la rue pour que ça se passe pas bien, en fait. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et surtout, comment l'adulte, il trouve sa place là-dedans, dans un monde qui n'est pas le sien. Toi, au Val-de-Co, on a des éducateurs de rue. Tout le monde a l'image, voilà, bon, il y a longtemps, mais avec son perfecto dans la rue, avec les jeunes et tout ça. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils m'entendent, mes collègues, parce qu'ils n'ont plus de perfecto, bien sûr. mais voilà, ils font ce travail. Ils vont dans la rue, ce qu'on appelle la présence sociale. Tu vois, ils y vont, ils discutent avec les jeunes les connaissent, ils savent très bien qui c'est. Donc voilà, on discute un peu, comment ça va et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ils sont chez eux, en fait. Et pour aller les trouver, pour aller justement créer ce lien de confiance quand on ne se croise pas, c'est vraiment complexe. Et qu'est-ce qu'un adulte va faire dans les réseaux sociaux, par exemple? Tu vois, les enfants, si tu es adulte et tu commences à parler avec un jeune sur les réseaux sociaux, ils trouvent ça bizarre, tu vois. Donc, en fait, on travaille ça sur comment on arrive à trouver notre place éducative dans ce lieu où, objectivement, c'est pas forcément notre place. On est en train d'expérimenter un projet, là, justement, dans le Val d'Oise, où on essaye de créer une relation en physique avec les jeunes sur cette thématique pour être identifié comme une personne ressource dans le numérique quand ça se passe pas bien. On essaye de faire ça. On se dit que ça marchera peut-être mieux que d'avoir une identité que numérique. Mais on expérimente aussi. Ça va vite. C'est-à-dire d'arriver à faire le pont entre le numérique et le voilà, réel, c'est ça. le fait Parce de pouvoir que se rencontrer. Le but du jeu, c'est de ramener le jeune vers l'éducateur, en fait. Oui. En vrai. Et c'est marrant, tu disais, tes éducateurs, ils ont beaucoup d'expérience. Ça veut dire que c'est plutôt des quarantenaires Alors, non.
On en a quelques-uns, des quarantenaires qui sont éducateurs, mais après, il y en a qui sont chefs de service ou directeurs, mais qui étaient éducateurs avant. Oui, qui étaient éducateurs avant. Oui. Ouais. Et qui ont été éducateurs 15 Comment on ans. arrive éducateur au Val-de-Caux? Ah, comment on arrive? Alors, parce que c'est un vrai problème. Tiens, c'est super que tu me poses cette question, parce qu'alors vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire ce métier, mais venez, parce que c'est un peu une race en voie de disparition, les éducateurs. Il y en a pas assez. Et c'est vraiment des métiers qui attirent plus trop. Un peu comme prof, tu vois. Souvent, les gens, ils disent on manque d'enseignants, mais on manque d'éducateurs aussi. Donc, il y a des écoles d'éducateurs, de moniteurs éducateurs, d'éducateurs spécialisés. Donc, c'est en bac+2, bac+3, voilà. C'est souvent aussi des études qui se font en apprentissage. Donc, nous, par exemple, au Val-de-Caux, on a beaucoup d'apprentis. On a aussi beaucoup de volontaires en service civique, des volontaires internationaux aussi. Ouais. On essaye de leur donner le goût du métier. C'est ça, c'est important pour nous. Ouais, c'est la première pierre pour en avoir demain, de toute façon. C'est ça. Au Val-de-Caux, on a aussi un organisme de formation qui travaille vraiment à former les équipes pédagogiques, puisqu'ils interviennent en scolaire, et aussi les équipes éducatives pour les aider dans leur quotidien, et aussi, évidemment, pour diffuser la pédagogie de Don Bosco, tu t'en doutes. Et donc notre enjeu, vraiment, c'est d'accompagner toutes nos équipes pour donner le goût de l'éducation. Ça nous arrive aussi d'avoir des profils de gens qui sont pas diplômés d'éducation directement, et donc, du coup, on va leur apporter une formation complémentaire. Okay. Voilà. Être éducateur, ça s'improvise pas trop, hein, quand même. Mais par contre, ça se découvre et ça s'apprend. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu navigues bien entre les deux profils. En fait, la formation, elle est essentielle. Le diplôme, c'est un plus et ça permet d'identifier le fait d'avoir été formé. Mais techniquement, vous êtes aussi capable, demain, quelqu'un qui a envie de faire une reconversion ou autre chose, tu peux venir toquer à la porte et vous êtes capable de l'accompagner? Oui, on va l'accompagner. On va surtout si ça accroche, lui proposer d'aller en formation. En plus, comme elles se font en alternance. Et généralement, on les garde du coup. Tu vois, ils peuvent faire leur alternance au Val-de-Caux. Mais c'est important quand même. Tu sais, ces métiers-là, en plus, dans l'éducation, ça va aussi toucher ta propre éducation, tous ces trucs-là. Et du coup, c'est quand même bien de faire des formations diplômantes aussi, parce que c'est un peu long et ça te permet de prendre du recul et de reposer de reposer tes pratiques au bon endroit, la théorie, etc. Donc c'est vrai qu'on va encourager ça beaucoup, mais il y a plein de façons de tester ces métiers-là. Et comme je te disais, on accueille aussi beaucoup de volontaires qui vont, alors pas faire à la place des éducateurs, bien entendu, mais qui vont être accompagnés par les éducateurs pour découvrir, en fait, la relation aux jeunes, le métier, etc. Et il y en a quand même beaucoup qui, après de passer au Val-de-Caux, ils ne rentrent pas tous en école d'éduc, hein, c'est pas ce que je vais dire, mais des fois, on en croise, voilà, qui sont dans les collectivités territoriales en charge de l'éducation ou qui sont enseignants. C'est bien, ça te fait des alliés, en plus. Oui, c'est ça. Il y en a qui se reconnaîtront. On les embrasse. Oui. Et du coup, aujourd'hui, un éducateur donc, qui arrive au Val-de-Caux, il arrive et ensuite il va prendre un poste, il va accompagner combien de jeunes à peu près? Alors, ça dépend s'il est en lieu d'hébergement ou dans la rue. Si tu veux, c'est vraiment assez différent. Dans les lieux d'hébergement, alors souvent, c'est un adulte référent pour un jeune, mais il y a plusieurs jeunes dans les hébergements. Mais par contre, c'est important qu'il y ait un éducateur référent pour le jeune. Mais en tant qu'éducateur, tu peux être le référent de plusieurs jeunes. Oui, c'est ça. Mais dans les maisons d'enfants, nous on a des petites, c'est un point. Mais par contre, après les éducateurs, ils tournent selon le planning en fait, si tu veux. Oui. Mais il va suivre particulièrement. Ouais, t'as un point d'attention, de vigilance. Exactement. Puis tu vas l'accompagner sur différentes démarches. Et puis après, par contre, tu vis la vie quotidienne avec tous les jeunes qui sont à la maison. Okay. Et puis après, en prévention. Ça peut aller parfois jusqu'à 50 jeunes. Alors évidemment, comme j'expliquais, on a une pédagogie un peu en entonnoir. Il y a les jeunes qu'on va croiser dans la rue, une fois, 2 fois, 3 fois, à qui on va proposer des activités, donc on les connaît un peu mieux. Et puis après, on va les suivre individuellement. Donc évidemment, les éducateurs, ils suivent pas de la même manière chacun des jeunes. Ça dépend où ils en sont dans leur parcours et de leur parcours au Val-de-Caux aussi. Ouais. Et du coup, si on inverse un peu la médaille, un jeune qui est au sommet de l'entonnoir, il découvre la plupart du temps le Val-de-Caux justement par ses missions de présence. Oui, souvent c'est le plus... On dit le mode d'entrée en relation, le plus important, c'est dans la rue, oui. Ouais. Le deuxième, c'est le bouche à oreille.
à la fois entre pairs, comme on dit, Ouais, c'est-à-dire ce que d'un j'ai genre un à un peu autre jeune. le copain, quoi. Alors, pour les filles, par exemple, c'est vraiment comme ça. Ouais. Voilà. Pardon. Oui. Beaucoup moins pour les gars. Mais en fait, dans les banlieues, les filles sont moins dans l'espace public. Ouais. Voilà. Donc, les stratégies d'entrée en relation, c'est pas les mêmes. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, alors que les gars, tu les trouves plus facilement. C'est ça. Une partie de foot, une activité. Exactement. Et t'en attires. Voilà. Puis on fait des séjours aussi beaucoup. Voilà, on propose aussi des sorties, des choses comme ça. On fait aussi pas mal d'activités entre les Val-de-Co. Ça, c'est incroyable. Ça marche de mieux en mieux. Tu fais croiser Lille et Nice. Oui. Bah là, c'est en avril. Il y a des jeunes de Lille et puis aussi de Nice qui sont partis à Bruxelles découvrir les institutions européennes. Et alors, déjà, l'activité en soi, ça sort de son quartier, ça fait vraiment de la mobilité, comme on dit. Ouais. Mais aussi le fait de croiser d'autres jeunes, d'autres villes, ça, c'est super riche. Et les jeunes, ça les marque beaucoup, en fait. Tout autant que l'activité, les deux. Et donc, on fait de plus en plus ça, oui. En fait, c'est l'avantage du Val-de-Co, c'est que c'est une petite asso, mais on peut faire plein de choses. Ouais. Extraordinaire. Pourquoi Bruxelles ? Pourquoi Bruxelles ? Parce que c'est l'Europe. C'est important de leur faire découvrir l'Europe ? Oui, c'est important. En fait, tu vois, là, c'est les élections, par exemple. Ouais. C'est des jeunes qui sont très loin de ça. Non pas, la question, c'est pas de faire la politique, bien entendu, mais c'est d'expliquer comment ça marche et d'expliquer aussi comment on peut être acteur. C'est hyper important que ces jeunes, ils trouvent leur place dans leur quartier, dans leur communauté et dans la société. Et donc on va vraiment essayer... tu vois, par exemple, je vais t'expliquer ça. Pour aller à Bruxelles, on a fait un groupe de jeunes sur WhatsApp, donc des différents Val-de-Co, qui ont défini le projet entre eux, qui ont, voilà, comme tu ferais, j'allais dire, avec une équipe scout, par exemple. Tu vois, ils ont fait leur projet, etc. Puis les éducateurs, ils sont là pour dire, ça va marcher, ça, on va essayer ça, etc. Et donc, ils vont rechercher qui il faut aller voir, etc. Et ils se rendent compte, en fait, aussi que ça devient possible. Et que du coup, quand on rêve de quelque chose et quand on se donne les moyens, ça marche. Et ça, c'est extrêmement éducatif. Et ils le font de manière autogérée. Et ça, c'est tellement puissant d'en avoir l'opportunité. C'est des jeunes, ils réussissent pas bien à l'école. Dans la famille, forcément, des fois, ça va pas toujours parce que ça va pas à l'école ou pour d'autres raisons. Le quartier, c'est pas facile, etc. Et là, c'est success story. Excellent. Et du coup, après, tu te sers de ça sur la pédagogie, j'imagine, à l'année pour les faire grandir, pour les accompagner. Quand est-ce que, vous les laissez prendre leur envol à ces jeunes au Val-de-Co ? Alors, dans nos établissements de prévention générale, souvent, on les accompagne même jusqu'à 18 ans et puis souvent un peu au-delà. Il y a même, dans certains établissements, à Lille, par exemple, les grands jeunes, ils vont encadrer des activités du Val-de-Co. On va leur permettre ça. On va leur faire passer des diplômes aussi pour le faire, le BAFA, etc. Et l'essentiel, c'est qu'ils trouvent leur voie. Ouais. Et j'allais dire, quelque part, ils prennent leur envol un peu quand ils veulent. Mais pour nous, là où on se dit qu'on a fait le job, j'allais dire, c'est quand leur orientation, ils l'ont choisie, quand ils s'envolent, quand ils sont inscrits dans quelque chose que ça tient. Et surtout quand t'arrives à mesurer ça, toi, j'allais dire, au niveau de la direction du Val-de-Co, comment tu mesures un peu ça ça va paraître un peu pour un gros KPI de boîte, mais comment tu... Écoute, on essaye petit à petit aussi de mesurer tout ça. Je dis on essaye parce que c'est vrai que dans le travail social, c'est des notions qui existent mais qui sont pas vécues pareil. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on se dit que c'est difficilement mesurable. Mais en fait, si. Et on a travaillé d'ailleurs avec l'aide de la Fondation Caritas et d'un cabinet de consultants qui s'appelle Kimso, qui nous a bien aidés. On a défini en fait ce que c'était que l'impact du Val-de-Co auprès des jeunes. Ouais. Par exemple, la confiance. Comment vous avez défini ça ? C'est ça. On a travaillé, on a pris des éducateurs de tous les établissements, on a travaillé là-dessus. Et puis après, on s'est dit comment on va mesurer ça, comment on va poser la question aux jeunes. Parce que tu dis, est-ce que tu as confiance ? On n'est pas rendu. Deuxième, est-ce que tu as confiance ? Oui. 50% déjà. Et par exemple, tu vois, pour une des questions pour mesurer ça, on leur demande est-ce que tu as un adulte sur qui compter au Val-de-Co ? Tu vois, avec tout ce que je t'ai dit avant, si le jeune il dit oui, et il y a, je
Je te dis de mémoire, j'aurais dû réviser, mais je crois que quand même. T'inquiète pas. Celui-là, je crois que c'est. Enfin, j'en suis à peu près sûre parce que ça m'a marqué. C'est 85% des jeunes. Même s'ils sont. Enfin, il y en a Dans qui sont. l'entonnoir, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a Qui sont loin, il y en a qui sont qui bien sont dedans. arrivés, et c'est évident, tu vois, qui ont fait une fois une sortie et puis on leur a posé la question. Donc, tu vois. Ouais. Ils savent qu'il y a un adulte sur qui compter au Val-de-Co. Tu vois. C'est touchant, ça, c'est fort. Ouais, c'est il y a super fort. Une vraie compétence qui est Ah, là. oui. Et du coup, s'il y a un adulte sur qui compter, on peut tout lui dire. Et donc là, c'est comme ça qu'on va arriver à avancer, quoi. Ah, Tu c'est vois, on top, y ça. arrive à mesurer. C'est pas facile, mais on y arrive. Ça a été quoi le gap pour dire, tiens, si on allait voir la Fondation Caritas pour qu'ils nous aident là-dessus? Alors, la Fondation Caritas, en fait, ils ont fait un programme au moment du Covid, qui s'appelait Acteurs de résilience. D'accord. Voilà, ils ont fait une promo d'assaut à qui ils apportaient un financement pendant 3 ans. Et dans ce financement, alors c'était incroyable parce que moi, ça m'a permis de financer toutes ces actions de prévention qui sont très, très, très difficilement financées et finançables. Hein. Je profite pour les glisser. La prévention, c'est le nerf. Ouais, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, évidemment que la protection de l'enfance c'est important. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais faut investir avant. Et tout ce qu'on fait, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est le pansement du bobo, quoi. C'est ça. Et donc c'est vrai que la prévention, c'est plus compliqué à faire financer, évidemment. Et donc ils nous ont accompagnés pendant 3 ans. Et en plus de ce financement, on avait droit à choisir des accompagnements. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très riche. Parce que du coup, on avait des ateliers où ils présentaient des apports théoriques sur différentes possibilités. Ouais. Et puis, moi, je venais d'arriver au Val-de-Co. Et moi, vraiment, ma question, c'était la mesure d'impact. Parce que peut-être que c'est étonnant pour nos auditeurs, je ne sais pas, mais dans l'humanitaire, ce qu'on appelle tout ce qui est suivi, évaluation, c'est très avancé. Ouais. Très, très avancé. Et du coup, quand je suis arrivée, il fallait vraiment faire parler les éducateurs pour comprendre, ce qui était super. Hein. Et ça m'a vraiment permis de comprendre bien plus finement. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à l'expliquer à l'extérieur. Et je me disais, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que je pense qu'il faut qu'on montre que ça marche. Il faut qu'on montre que ça peut vraiment changer des trajectoires, que ça peut et que ça vaut le coup d'investir dans la prévention. Tu vois, c'était l'idée de Don Bosco au départ. Hein. Il vaut mieux prévenir que taper sur les enfants, quoi. En gros, c'est ça, hein, que faire de la répression. Il le pensait déjà à l'époque. Hein. Je rappelle, c'était la révolution industrielle, la société était en pleine mutation, les gamins dans les rues qui venaient des campagnes, qui étaient employés n'importe comment, qui faisaient n'importe quoi, voilà. Une histoire qui m'avait marqué avec lui, c'est quand il sort ces jeunes de prison pour les emmener faire une balade, et sans réel encadrement, donc avec le risque qu'il y en a qui s'échappent, qui s'évadent. Ouais. Et où tous les jeunes vont revenir derrière parce que il y a un lien de confiance et donc la promesse qui a été posée, c'est on va pouvoir faire ça si vous évadez pas, quoi. Et tu dis en vrai, encore plus quand tu vois l'actualité là ces derniers jours, jamais ça marche, quoi. Si ça marche. Et en fait, s'il y a une vraie confiance des deux côtés, ça peut marcher. Oui. Mais c'est quelque fort part, d'arriver à la créer à 85%. Ouais. C'est. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qui va nous animer. Et je pense que... Mais pour faire confiance, il faut aussi être digne de confiance, tu vois. Comment on est digne de confiance pour un jeune? Enfin, c'est pas ça, mais on a des jeunes... les jeunes, évidemment, qui sont dignes de confiance, a priori. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont vraiment cabossés. Ouais. Et donc, du coup, pour faire confiance, il faut se considérer digne de confiance. Et là... c'est beau ce que tu dis là. Ouais, mais c'est vrai. Un jour, je vais te raconter une anecdote, mais qui illustre ça. J'étais à un dîner, tu sais, je pitchais le Val-de-Co, enfin, un peu comme tu m'as vu faire, tu vois. Et puis, à la fin, voilà... C'était un gros dîner, nous. Hein. Oui, mais là, c'était un gros dîner aussi. Et c'était à Lyon, tu vois. Bon. Il y a une dame, à la fin, voilà, donc pas mal de gens qui viennent me féliciter pour mon pitch, on discute, puis il y a une dame qui est là, ils font « Ah oui, au Val-de-Co, c'est des magiciens. » Ah bon? Elle me dit « Oui, parce que j'habite en face de leur enfance. C'est une des petites maisons qu'on a à côté de Lyon. » Qui est dans un quartier très résidentiel, très chic. Ouais. Et elle dit, on voit bien les jeunes quand ils arrivent, ça secoue, et puis après ça va mieux.
Alors moi, j'étais là, j'espère qu'on n'a pas un jeune qui a fait une bêtise, tu vois, j'étais... Mais c'est vrai, on a vraiment des éducateurs qui sont un peu des magiciens. Parce que ils vont commencer par essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il est digne de confiance. Et qu'ensuite, la confiance, elle va s'établir et que le travail va pouvoir se faire. Mais des fois, ça marche pas. Mais on essaye. Il y a 2 questions que j'avais envie de te poser justement en entendant ça. C'est comment tu oses l'audace de donner ta confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas encore, puisque tu la donnes, et donc tu vas éprouver, voir s'il la mérite ou pas. Et comment tu fais quand en fait ça marche pas? Alors tu vois, moi même avant de rejoindre le Val d'Occo, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée dans ma vie perso, comme dans ma vie pro. Ouais. Tu vois, moi je vais toujours faire confiance a priori. Bon, en même temps, je suis pas idiote quand même, hein. Mais néanmoins, tu vois, je vais pas tout donner, mais je vais faire confiance a priori parce que je pense que c'est comme ça que... c'est un postulat c'est une posture. Ouais. Et au Val d'Occo, c'est pareil. C'est pour ça que je me sens bien à l'aise dans cette association. Et on va vraiment faire confiance a priori. On va t'accueillir a priori, on va, etc. Et c'est vrai avec les jeunes comme c'est vrai avec tous nos collègues. Ouais. Tu vois, on a des jeunes aussi, parfois en service civique et tout ça. On leur fait confiance a priori. Et des fois, c'est compliqué. Mais on va toujours remettre ça au milieu, quoi. D'accord. Et je pense que c'est aussi une leçon dans la vie en général. Tu vois, ça veut pas dire qu'on n'est jamais blessé ou ça veut pas dire ça, mais je pense que on a besoin de ça pour faire société, pour être ensemble, pour faire des choses ensemble. Il faut se dire que moi je peux changer, que l'autre peut changer, donc il faut faire confiance a priori. Tu penses qu'on change profondément? Moi je pense, oui. Ne serait-ce que moi, tu vois. Ouais. Comme je te l'ai dit en introduction, hein, ma ligne, elle est droite depuis le début, etc. Et pourtant, elle m'a tellement changé, cette ligne. Mais elle est toujours droite. Ça n'a pas changé, si tu veux. Oui, peut-être ça a peut-être fait que, tu vois, plus je vieillis, plus je travaille aussi, beaucoup quand même. Plus, tu vois, je suis touchée aussi par les histoires des jeunes, par les histoires des familles, et je pense que ça me change encore et toujours, et que tant que ça fera ça, et ben déjà je pense que on essayera de faire encore mieux, quoi. On essayera de faire encore mieux. J'avais peur de ça quand j'avais démarré, d'un jour être aigri, blasé et tout ça, et ça arrive. On en voit, hein. Moi, je trouve ça toujours très très dur. Ah, quand tu dis les gens étaient et puis tu sans aller trop loin dans le... Il y a un moment, parfois, il faut savoir décrocher même de causes qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes, sur lesquelles parfois il n'y a pas assez de monde. Tu vois, moi je pense aussi que les associations, les structures ont une responsabilité aussi avec ça. Enfin, dans l'humanitaire, en tout cas, c'était le cas, mais aussi dans le social, c'est un peu pareil. Vis-à-vis des équipes et ouais, c'est ça. On le voit quand il y a quelqu'un à qui ça arrive, en fait. En fait, mais c'est comme dans la vie de l'entreprise, parfois, voilà. Oui, peut-être. Enfin, non, mais assurément. Sauf que, par exemple, tu vois, dans nos métiers, c'est tellement lié avec ta vie perso. C'est tellement tout mélangé que de renoncer à ça, parce que c'est ça, en fait. Parce que les gens, ils sont là, ça va plus, et ils ont, enfin, tu vois, c'est pas qu'ils ont tort, en plus. C'est vrai que c'est difficile, tout ça, c'est juste. Mais ça leur demande beaucoup, et je pense que la confiance, tu vois, si tu arrives à avoir des liens de confiance aussi avec les uns les autres, des fois, tu peux leur dire. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, ça, je me l'applique à moi. Je suis convaincue que ça peut m'arriver n'importe quand. Tu vois, Qu'est-ce que tu fais pour t'en rendre compte, si jamais tu te dis... Il y a le fait d'être convaincu, mais pour moi, si on est convaincu d'un truc, ça veut dire que du coup, on met des petites lumières, des petits garde-fous en disant, tiens, si ça s'éteint, si ça s'est touché, comment t'es vigilante à ça? C'est marrant que tu me poses cette question, parce que mes collègues directeurs au Val d'Occo, quand je suis arrivée, qui m'ont vu à fond la caisse, là, ils m'ont demandé ça. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait que t'es pas encore cramé, toi? Et ben justement, parce que j'allais dire, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de toucher mes limites de très près, donc je les connais très bien, mais alors très bien. Et du coup, je les vois arriver 200 km en avance, donc du coup, je suis capable d'agir. C'est une vraie chance, ça. Ah oui.
Enfin, faut aller se cramer. Ouais, non, mais je veux dire, taper la limite au point de la connaître, tout en n'en étant pas détruit, pas trop abîmé en arrivant à se reconstruire et tout, c'est une vraie chance, je trouve, pour la suite de la vie. Quand tu sais pas où elle est et que tu la dépasses de trop loin, et que tu te retrouves détruit, trop tard, quoi. Moi, je vais quand même te dire aussi ce qui m'a permis de durer, hein. J'en suis sûre. C'est aussi mon mari. Et on s'est auto-permis de durer l'un l'autre, je pense. Il est impliqué au Val de Co aujourd'hui ? Non. Donc c'est ton aventure après vos aventures. Ah non, mais là où c'est drôle, c'est qu'il travaille pour une... Alors, il était dans l'humanitaire jusqu'à récemment, puis là, il travaille aussi dans une association de protection de l'enfance. Chacun la sienne. Chacun la sienne, voilà. Et puis, on travaille ensemble, donc, voilà. C'est des associations qui sont vous croisez, plutôt cousines, ouais, voilà. Ah, excellent. Ouais, qui sont très proches en termes de valeurs et tout ça. Après, c'est tout à fait séparé. Hein, mais... Comment vos enfants, ils ont grandi là-dedans ? Parce que on le sent quand même, son amour de la pédagogie, donc... J'imagine que tu dois être une sacrée maman au quotidien. Puis en même temps, tu as quand même un rythme de vie de dingue. De dingue, oui. Parce qu'en plus, moi, je suis bénévole dans la vraie vie, comme tout le monde. Hein, c'est important. C'est aussi ça me permet voit bien le moment où tu as du temps, je crois, c'est juste avant ton 35h35. Je comprends mieux la question de tes collègues sur pourquoi t'es pas cramé. Oui, c'est ça. Mais par contre, je peux être cramée. Hein. Je suis pas du tout surpuissante ni quoi que ce soit. Loin de là. Mais mes enfants, écoute, nos enfants, ils ont grandi là-dedans. Je t'avoue que le retour en France, qui était pour eux une arrivée en France, c'était un peu particulier. Hein. Ils sont nés à l'étranger ? Alors, 2 sont nés à l'étranger, 2 sont nés en France, mais ils ont vécu... Mais entre les voyages... Ils avaient jamais vécu en France avant d'arriver à Lyon. Ok. Ouais. Donc, c'est une vraie arrivée au pays, quoi. Ouais, quand on était au Sénégal, juste avant. On a quitté le Sénégal pour la France, ils nous disaient... l'Afghanistan, si vous voulez, mais pas la France, quoi. Pas la France. Ah, pourquoi ? Parce que eux, toute leur vie, ils ont vu les Français débarquer là. Et ils voyaient que... On fait ça en Afrique, ça va pas. et voilà. Mais aujourd'hui, ça va mieux, mais... Ouais. Écoute, je suis curieuse de... Je sais pas, des fois, j'aimerais bien voir ce que ça va donner dans... Comment ils vont faire leur vie. Alors, ils sont très différents, tous les 4, mais de savoir ce qui va leur rester de ça. Voilà. Ils sont plus que marqués par la vie qu'ils ont eue, mais évidemment. Et sur beaucoup d'aspects. Mais écoute, voilà, entre ceux qui vont rester en France, ceux qui vont repartir, ceux qui vont, comment aussi, ils vont être acteurs de leur vie et acteurs de la société. Voilà. Mais je suis particulièrement curieuse de ça. Bon, comme toutes les mamans, mais... Ouais, j'imagine. Mais effectivement, t'as un côté aussi... j'allais dire, la pédagogie que tu vois là, par exemple, chez Don Bosco, tu l'appliques à la maison ? Ou c'est pas aussi formel, finalement, quand c'est ses propres enfants ? C'est peut-être pas aussi formel. Alors, la pédagogie de Don Bosco, la pédagogie scout aussi. Nous, on est scouts tous les 2. Donc, mon mari... C'est moi qui l'ai fait tomber dedans, mais il est tombé encore plus que moi, je pense. Tu l'as bien poussé. Oui, mais il a bien appris à nager dedans. Donc voilà. Mais oui, je pense que la question de la confiance, elle est évidente. Voilà. Nous aussi, comme on a beaucoup, beaucoup déménagé, on est très famille, quoi. Enfin. Mais c'est le noyau qui est resté, qui demeure d'un lieu à l'autre. Alors, c'est les parents et les enfants, mais c'est aussi les enfants entre eux. Oui. Ouais. Ça, c'est leur référence, quoi. Ils sont... Donc, et ça, je pense que c'est... Enfin, les gens, des fois, me disent que c'est peut-être plus fort chez mes enfants que dans d'autres familles, puisque ils ont été ballottés partout, quoi. Et ils étaient, eux, 4. Donc, voilà. C'est leur noyau. Ouais, tu crées des moments ressources pour toi ? Où tu peux un peu te mettre dans ta bulle, te ressourcer, Alors, pas trop, mais des fois, quand je sens que j'en ai un peu trop, voilà, j'ai des petites activités, des activités de ma vie, mais que je vis très bien. Qui sont celles qui te permettent de souffler. Ouais. Moi, je partais en mission humanitaire avec mon point de croix, et aujourd'hui, je suis un peu passée au tricot parce que je suis vieille, mais voilà, c'est tout. Mais ça me vide la tête, oui. Ouais.
Et il y a ça qui me vide la tête. Il y a faire autre chose avec d'autres gens. Enfin, faire autre chose. Souvent, je fais la même chose que dans mon travail, mais je le fais dans un autre cadre. Le bénévolat. Voilà, le bénévolat. Ça Ouais. Donc ça aussi, ça me permet d'avoir un certain équilibre. Oui. Et puis après, ça, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, tu vois. Un de mes cœurs de métier, c'est faire la com, mais aider d'autres personnes sur ce sujet sans avoir c'est pour 1 heure, en fait, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur tous les trucs. C'est ce que je sais faire, donc c'est simple, et je peux aider. Et en même temps, j'ai pas le poids de la responsabilité, de la réflexion, de la stratégie, juste, j'ai une idée, puis on s'en va. Aussi, des fois, j'interviens dans des écoles de formation. Ouais. Par exemple, l'Institut Bioforce, qui est... Ça me parle pas du tout. Ah oui. Et pourtant, c'est un trésor français, Bioforce. C'est vrai? Oui, c'est à Lyon. Explique-moi. Non, mais c'est un institut de formation au métier de l'humanitaire, voilà, qui a été créé à Lyon par plusieurs ONG françaises et aussi grands mécènes lyonnais, voilà. Et on dit Biof d'ailleurs. Et donc c'est la première vraiment école de formation pour les métiers non techniques. Enfin, j'allais dire non techniques. C'est pas les médicaux, c'est pas etc. Donc c'est la logistique au départ. Et puis maintenant c'est les métiers de coordination, l'administration. Je crois qu'ils font l'eau et l'assainissement aussi. Ils ont vraiment beaucoup de cordes à leur. Ouais, c'est conséquent. Oui. Et moi j'interviens sur tout ce qui est management stratégique. Ok. Voilà, par hasard. Et puis aussi autre chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la lutte contre les abus. Voilà. C'est pas spécifique à l'humanitaire, hein, toutes les organisations en ont besoin, mais je pense que on a le devoir, si on veut donner une leçon de solidarité au monde, on a le devoir de le faire le mieux possible. Et je pense que nos organisations sur ces points-là, elles doivent être exemplaires. Et donc voilà, je forme les jeunes. Enfin, des fois ils sont pas tous jeunes, mais quand même ceux qui vont partir en mission. C'est des promos à chaque fois qui se forment sur combien de temps? Ils ont 6 mois de cours et après un stage. Ok. Donc toi, t'interviens pendant ces 6 mois sur ces 2 thématiques-là. Oui. Et c'est ton activité au Val-de-Co qui t'a fait aller faire ça? C'est ton historique vers l'humanitaire ou t'avais vraiment envie de te dire tiens, j'ai aussi envie de partager et d'enseigner ce que j'ai pu apprendre? Non, je le faisais déjà quand j'étais en poste dans l'humanitaire. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai depuis très longtemps l'idée le désir aussi de transmettre. Non pas que j'ai des choses à apprendre aux autres, mais j'ai des choses à partager, je pense. Et si mon expérience, elle peut aider les autres à gagner du temps aussi parfois, à ce que ce soit moins difficile aussi. Voilà, je suis heureuse de ça. Et puis voilà, comme tu vois, des couples et des familles comme la nôtre, il y en a pas beaucoup dans ce milieu-là. Voilà. Donc c'est vrai que je me rends aussi très très disponible pour les étudiants, voilà, parce que souvent dans l'humanitaire, les gens ils se disent mais comment je vais faire pour mener une vie de famille, il va falloir que je renonce. C'est des questions qui sont quand même conséquentes. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent aussi parce qu'ils font des choix de vie qu'on comprend. Ouais. Évidemment. Ouais, et puis vous avez quand même l'atout avec ton mari de vous être rencontrés au Kosovo, d'avoir lancé quand même tout ça dans un contexte où vous étiez tous les deux avec la même envie. Mais c'est sûr que quand tu vas faire de l'humanitaire et que tu rencontres quelqu'un et puis que cette personne a un job en France, veut rester là et autres, tu regardes plus forcément l'horizon avec le même prisme. C'est ça. Et c'est canon parce que tu as un horizon qui est différent, mais c'est sûr que ça t'oblige à faire des décisions. Comme quoi c'est possible. Après, généralement, les gens, même quand on était sur le terrain, déjà c'était comme ça, ils disent « Ah, trop bien, vous êtes en famille, trop bien ». Puis après, quand ils nous connaissent un peu, ils font « Mais comment vous faites, en fait ?» donc voilà, et encore aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est vrai que si je peux transmettre ça, je le fais, et puis que ça puisse servir, enfin, non pas qu'ils fassent comme moi, mais qu'ils puissent voir qu'il y a des choix possibles. Tu nous partagerais l'un de tes plus beaux souvenirs au Val-de-Co? Un de mes plus beaux souvenirs au Val-de-Co, je sais pas si... j'en ai un beau, puis j'en ai un intense. Tu m'en autorises deux? Allez. Okay. Alors, le beau, c'est qu'en novembre dernier, on a emmené tous les éducateurs et tout le personnel du Val-de-Co à Turin, au Val-de-Co. Canon. Méga canon. Important en plus de prendre soin de son équipe.
Ouais, écoute, parce que on est une asso, j'ai dit, en plein développement. Voilà, on a aussi ouvert beaucoup d'établissements. Alors, mon prédécesseur avant moi, ça fait longtemps que ça dure. Mais on a vraiment des moyens très, très réduits. Et puis, alors, au Val d'Occo, vraiment, on a ça au cœur. Et moi, je l'ai aussi. C'est que c'est tout pour les activités, quoi. Hein, voilà. C'est qu'éventuellement, quand on a financé les éducs, on voit ce qui reste, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, de fait, c'est pas qu'on voulait pas, mais t'imagines organiser ça, le prix que ça coûte. Enfin, voilà. Et puis, on est arrivé à trouver un moyen de le faire. Voilà. On a fait un projet pour Erasmus. Et on s'est fait donc reconnaître pour nos capacités à former des professionnels. Et donc, on a fait une formation en Italie. Jackpot. Ça tombe bien que Don Bosco ne soit pas auvergnat. Ça nous arrange bien sur ce coup-là. Et donc, voilà. Et donc, on a rassemblé donc, tous nos collègues. Et moi, dans ma vie d'avant, dans l'humanitaire aussi, on faisait des réunions nationales tous les ans. C'était vraiment quelque chose que je faisais et je prenais tout le monde. Les femmes de ménage, les médecins, les kinés, les coordos, tout le monde. Et là, on a fait pareil et ils ont été heureux, je crois. Enfin, ils l'ont dit quand même, pour plein de raisons. Déjà, de rencontrer les collègues, c'est super. Aussi, on a rencontré des éducateurs italiens qui faisaient comme nous de la prévention dans la rue, qui était aussi inspiré de la pédagogie de Don Bosco, et on a trouvé que c'était vraiment les mêmes fondements et la même façon d'être en lien, et pour ça, c'était super. J'ai aussi beaucoup de collègues, il y en a qui étaient jamais partis spécialement à l'étranger, il y en a qui avaient pris l'avion aussi, donc c'était vraiment une aventure incroyable. Et puis aussi le fait de se dire, on est reconnus comme des vrais professionnels. Ouais. Tu vois, dans le social, souvent, mais c'est vrai dans plein d'endroits, tu vas croiser ton cousin au dîner de famille qui va dire, bah moi j'ai un séminaire de ma boîte, je sais pas quoi. Et puis tu dis, bah moi j'ai un métier incroyable et puis j'ai pas de séminaire. Enfin, tu vois, et puis donc nous on a vraiment fait ça et je crois qu'on était heureux de ça. Et donc c'était vraiment beau. Et puis avec toute l'équipe d'organisation, tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. On avait évidemment fait une veillée qui était vraiment marrante. Enfin, voilà, et puis, on avait vraiment des vrais temps de formation, de recul aussi. On était au Val d'Occo. Donc, au Val d'Occo, il y a une école, il y a une chapelle, il y a des jeunes partout. Chez les Salésiens, tout est mélangé. Hein, les bureaux, les enfants, un peu comme au Val d'Occo. Les Salésiens, c'est la communauté religieuse à laquelle appartient Don Bosco. On dit les Salésiens et les Salésiennes de Don Bosco. Donc, on a pu voir ça, que c'était comme chez nous. Donc, c'était vraiment riche. Donc, ça, c'est le plus beau du moment. Voilà. Et l'intense. Je te le disais, moi, j'aime bien être avec les jeunes. Tu vois, alors, je le fais pas beaucoup, je le fais pas souvent, mais je le fais régulièrement. Et puis, par la force des choses, cet été, j'ai dû remplacer une collègue qui était malade. Et donc, j'ai dû emmener un jeune d'un endroit à l'autre, en voiture. Et donc, j'étais toute seule avec lui dans la voiture, et puis, au début, il voulait pas y aller, et puis, pendant tout l'été, je l'ai suivi, ce jeune, parce que l'été, c'est pas tout à fait passé comme prévu, donc, voilà. Et puis, tu vois, c'était l'été, c'était la fin de l'année, j'étais fatiguée. Et ce jeune, je l'ai toujours en tête, parce que je me dis, tu vois, tous ces moments en voiture et tout ça, il m'a vraiment redit pourquoi j'étais là. Et à chaque fois que j'en croise, je me dis, c'est pour eux qu'on est là. C'est pas qu'il y en a pas qui pourraient le faire à notre place, bien sûr, mais moi, ma vie à moi, elle prend tout son sens parce qu'elle est là. T'es alignée, t'es là où tu dois être. C'est le moment où je préfère quand t'arrives à dire, tiens, là, y a aucun doute. J'étais exactement là où je dois être. J'ai mis mes talents en jeu, pleinement, ce que mon histoire personnelle, ce que mon éducation m'a appris, ce que j'ai vécu. Là, c'est réalisé à cet endroit-là. Je trouve que c'est tellement des moments intenses. Franchement, je pense que le mot est très... Ouais, intense. Où ça s'aligne, quoi. Ouais. Et quel que soit le sujet de fond, parce que pour chacun, ça va être différent, mais... Moi, je crois vraiment que ce qui m'a toujours habité, et ce qui m'habite encore, hein, c'est le fait à quel point on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Ouais, moi, je crois beaucoup à une phrase que n'as-tu que tu n'as reçu. Oui. C'est mon père qui dit ça. Mais souvent, d'ailleurs, on le dit sous forme de blague, mais
pour illustrer des choses qui n'ont rien à voir, mais cette phrase, elle est vraie. On part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Là où on devrait faire la différence, en tout cas, c'est notre capacité à attraper une opportunité ou pas l'attraper. Mais quand elle passe pas, parce qu'on empêche qu'elle passe, enfin, c'est pas parce que nous, on va pas la chercher, c'est qu'elle passe pas. Mais c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Et ça, je crois que c'est ça qui me tient debout. C'est pas juste, quoi. Et des fois, d'ailleurs, c'est peut-être une de mes limites. Je comprends pas les gens qui prennent pas ce qu'ils ont devant le nez, quand même. Ça, j'ai quand même un peu de mal avec ça. Oui, c'est le revers de la médaille. Tu dis, putain, j'en vois tellement qui ont pas ça sous le nez que... C'est ça. Ouais, Voilà. oui, je pense que c'est un peu l'injustice de la vie. Oui. C'est marrant, c'est un truc qui me parle beaucoup, en vrai, parce que c'est souvent ce que je dis aux lauréats quand on a le premier coaching. Ah, je suis désolé, vous êtes pas tous égaux. Là, autour de la table, alors évidemment, en tant que personne, vous êtes égaux, mais je veux dire, sur la question de l'art oratoire, notamment, parce quand je les vois au premier coaching, c'est pour préparer leur pitch, et voilà. C'est la vie, quoi. Oui. Mais il y en a qui vont être au taquet, qui sont à l'aise pour prendre la parole, il y en a qui sont tétanisés à l'idée de parler en public, il y en a qui font ça depuis des années, il y en a qui l'ont jamais fait. Et le point de départ, on n'est pas tous égaux, quoi. Et qui part, en fait, c'est un peu l'histoire de notre vie, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense que pour des enfants, tu vois, on a différents talents. Et je crois mais on en a tous. Tu vois, on a tous des talents. Et je pense que c'est les adultes qui vont autour des enfants, qui vont les aider à développer leurs talents ou au contraire étouffer un peu ces talents. Oui. Alors bien sûr, tu as toujours des contre-exemples, des gens qui se sont fait de rien, mais tout ça c'est vrai. Peut-être que ça rend cette injustice de base acceptable parce qu'elle explique que t'as qu'à, il faut, tu vois, etc. Mais non. Et ça, ça c'est pas juste. Et je pense que si on arrive aussi à ce que les jeunes ils puissent faire confiance à quelqu'un, eh ben ils feront confiance à quelqu'un d'autre et ils se feront confiance à eux-mêmes. Et ils auront confiance aussi d'aller chercher quelque chose. Et d'aller chercher la vie à laquelle ils ont droit, quoi. Voilà. C'est jamais facile et c'est pas facile pour personne, j'allais dire. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup d'obstacles à passer, quoi. Et il faut les aider. Merci Cécile pour cet échange. Merci Thomas. En confiance. Toute confiance. En toute confiance. Écoute, j'ai passé un super chouette moment avec toi à papoter autour du Val d'Oco. Chers amis, vous l'avez compris, si vous avez envie de devenir éducateur, Cécile a du boulot pour vous. Oui, plein. De la pédagogie, de l'accompagnement, de la formation et beaucoup de confiance. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bonne journée Cécile, bon retour. Merci Thomas. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.